les formations destinées aux jeunes agri-entrepreneurs en Afrique du Nord, mais c'est valable aussi dans d'autres parts du continent africain, bien sûr, sont cruciales parce qu'elles correspondent, elles répondent à un besoin très, très fort, à la fois en termes d'emploi, en termes de demande aussi, en produits alimentaires de qualité, et aussi en termes de fonctionnement des filières. Nous avons au SIAM des formations initiales au niveau master sur les filières, sur l'agrologistique, et nous en avons une dans l'Institut de Montpellier. Et on constate que les jeunes qui suivent ces formations trouvent immédiatement à s'employer dans les firmes agroalimentaires, notamment au Maghreb, parce qu'il y a un énorme besoin de rationaliser l'agrologistique et de ramasser ces filières-là pour les rendre à la fois plus compétitives, mais aussi plus performantes en termes de qualité pour répondre aux demandes des consommateurs. Les formations courtes destinées à des entrepreneurs déjà établis ou qui sont sur le point de créer leur entreprise sont aussi très populaires, répondent à une très forte demande en termes d'auto-emploi, en termes de création d'emplois, et aussi pour dynamiser aussi tout ce secteur qui en a besoin, et aussi peut-être pour mettre en place, j'allais dire, un tissu économique qui soit peut-être moins dépendant des grandes multinationales agroalimentaires qui ont aussi tendance, bien entendu, à envahir les marchés de ces pays-là. Les niches qui sont porteuses sont très nombreuses, mais je dirais qu'au premier rang de ces niches, c'est la valorisation, la transformation des produits locaux, et puis j'allais dire la distribution de produits qui sont à même d'améliorer le régime alimentaire, car on a bien sûr, comme chacun sait, une forte dégradation du régime alimentaire, notamment dans les zones urbaines d'Afrique du Nord, et aussi d'ailleurs dans les zones rurales. Tout ce qui peut contribuer à améliorer la qualité, à remettre au goût du jour sur les marchés des produits dits traditionnels, mais transformés selon des méthodes modernes et qui répondent aux standards de qualité. Ça, ce sont des niches très importantes. Et dans l'Union européenne, il y a tout un secteur d'activité visant les indications géographiques, les appellations d'origine, etc. Donc l'Union européenne est très ouverte à ces démarches-là, elle les favorise, hein, il y a toute une série de dispositifs. Donc là, c'est aux pays eux-mêmes de choisir, en fait, hein, leur stratégie, aux pays et aux opérateurs, entre des systèmes plus tournés vers les marques, donc plus, j'allais dire, anonymes, ou des systèmes plus tournés vers la valorisation des produits émanant de territoires bien identifiés. Elle n'est encore pas suffisante. Pour l'instant, les relations entre l'Union européenne et les pays voisins, hein, ont été surtout guidées par des considérations sur le commerce. Mais encore une fois, il s'agit de niches qu'il faut développer et rien n'interdit de croire qu'elles peuvent être développées. Et comment est-ce qu'une initiative comme le Dry Art peut y contribuer à cet agenda qui est très important pour les bailleurs? Ouais, ce qui est intéressant dans la Dry Arc Initiative, c'est que d'une part, on a, comment dirais-je, des méthodes génériques, hein, des modèles, du big data, etc. Mais tout ça vise euh, à être j'allais dire, adapté aux conditions locales. Il y a cette dialectique entre le générique et l'adaptation aux conditions locales qui demande une forte concertation des acteurs locaux. Donc dans ce cadre-là, l'initiative DryArc peut amener des opportunités, peut amener des opportunités, des choses qui existent dans certains endroits et qui sont inconnues dans d'autres, donc des échanges de savoir, des échanges de connaissances qui peuvent donner des idées à des nouveaux entrepreneurs. C'est peut-être quelque chose, j'allais dire, de plus réaliste pour commencer. C'est-à-dire qu'en effet, vouloir mettre ensemble dans un même paquet collaboratif tous les pays d'un continent, ou presque, c'est très ambitieux. Donc en effet, ces collaborations sud-sud, triangulaires, sont intéressantes, mais il ne faudrait pas qu'elles deviennent exclusives, c'est ça le danger. Que ces collaborations verrouillent un petit peu les possibilités d'avoir des liens, des relations avec d'autres. Donc tout ce qui est exclusif est dangereux.
chinoise est une recherche très puissante qui monte encore en gamme. Il y a vraiment en effet beaucoup de bénéfices à tirer de collaboration avec les instituts de recherche chinoises. Quand on pense que l'Académie des sciences chinoises, des sciences agricoles chinoises va ouvrir une antenne à Montpellier, donc c'est vraiment, c'est pas qu'en Afrique, quoi. Ils ont un appétit de collaboration et j'allais dire, d'activité partout. Ça suit l'ambition du gouvernement chinois. Donc là aussi, c'est tirer les bénéfices qu'on peut avoir de ces collaborations avec des équipes de pointe sur certains sujets. Et puis, bon, se méfier des effets pervers aussi qu'on peut craindre parfois avec ce type de collaboration. Donc il faut être aussi prudent. Mais oui, encore une fois, il y a beaucoup de potentiel. Beaucoup de potentiel. Les banques de semences, sont quelque chose de fondamental pour préserver, bien entendu, la biodiversité et pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas qu'il y ait moins possible de pertes de gènes qui peuvent ensuite être utilisés à des fins d'adaptation, notamment au changement climatique. Donc, alors évidemment, même si on sait que très peu d'accessions dans ces banques de gènes sont effectivement utilisées même par les chercheurs ou par l'industrie, peu importe, l'important c'est qu'elles soient là et qu'au moment donné, au moment opportun, quand il y en a besoin, on puisse retrouver le bon germplasme qu'il faut pour résoudre la question. Alors après, de la banque de gènes à la création d'emplois, il y a beaucoup d'étapes à franchir, bien sûr, c'est pas immédiat, mais la banque de gènes est un des éléments dans le système qui permet eh bien de pouvoir mettre en place des systèmes avec des plantes adaptées à leur environnement et peut-être aussi adaptées à des technologies de transformation qui peuvent ensuite donner lieu à la création d'emplois d'entrepreneurs. On parle que ça commence à venir. Pour l'instant, les cultures orphelines, bon, c'est vrai qu'ils ont été négligées depuis longtemps. On en parle de plus en plus. Je ne sais pas si je ne suis pas suffisamment informé pour savoir, pour me rendre compte, il faudrait faire une recherche sur l'évolution des ressources au niveau de recherche génétique qui sont mises et si elles augmentent pour ces plantes orphelines. Mais je pense que même le secteur privé commence à se rendre compte que potentiellement, avec les questions notamment d'adaptation au changement climatique, il peut y avoir des marchés porteurs à terme sur ces plantes-là. Et je ne serais pas surpris que même les semenciers privés commencent à s'y intéresser, même si le retour sur investissement sera peut-être plus long que les plantes qui sont actuellement commercialisées à grande échelle. Les standards phytosanitaires, oui, ça fait partie des choses qui accompagnent les zones de libre-échange, évidemment. Je pense que les standards phytosanitaires dans la sous-région sont très faibles. Il y a très peu de contrôle. Il y a l'utilisation de substances nocives. Que parfois les textes réglementaires sont en place mais ne sont pas appliqués. Donc il y a un énorme travail à faire. Et il est certain que ce travail pourrait être facilité par l'union douanière ou l'union marché unique, parce que justement les pays seraient obligés, entre guillemets, d'avancer ensemble sur ces choses-là, et donc avec des objectifs progressifs, je dirais. Et donc ça paraît être une chance finalement, plutôt que d'y aller en ordre dispersé. Et donc finalement, quand on y va en ordre dispersé, c'est le -10 qui gagne toujours, avec le moins de contraintes, etc. Mais la situation dans certains pays est quand même très inquiétante. Donc là, il est temps de faire des choses. Après, il y a toute la question des échanges entre l'Afrique et l'Europe. Et alors là, bien entendu, c'est un sujet crucial, qui commence à être pris en compte dans certains pays, notamment l'Afrique du Nord, mais qui est loin d'être traité totalement dans tous les pays africains. Pensez-vous que le concept de Dry Ark devrait prendre cela en compte, stimuler le commerce régional? Oui, sans doute, puisqu'il est question d'entrepreneurs, il est question de création d'emplois, il est question de marché, de calibrage de ces marchés, de repérage des marchés en fonction des situations. Donc je pense que Dry Ark a un rôle à jouer, mais ce que je voudrais dire aussi là-dessus, c'est qu'il ne faut pas répéter
l'erreur, à mon avis, qui a été faite dans les relations entre l'Union européenne et les pays du voisinage sud, c'est d'axer la grande majeure partie de la coopération sur le commerce, au détriment, j'allais dire, de la coopération pour le développement, notamment la coopération institutionnelle. Et donc, on est arrivé assez vite à une impasse, puisque ces accords commerciaux, etc., n'ont pas donné les effets escomptés sur le développement des pays d'Afrique du Nord. Et maintenant, on en revient. Donc, il ne faudrait pas que cette erreur soit reproduite à l'échelle du continent africain. Donc, libre-échange, oui, marché unique, oui, mais que ça s'accompagne aussi par des coopérations entre les pays sur des sujets autres que le commerce pur et dur. Qui démarre, donc il ne faut pas tirer sur les ambulances, il faut attendre que ça prenne son vitesse de croisière. C'est un programme sur 10 ans, c'est le principal intérêt de ce programme, c'est qu'on peut faire sur la durée et qu'on peut sortir du cercle vicieux de projets de 3 ans, 4 ans qui n'ont pas de lendemain. Donc ça, c'est un aspect positif et qui nous donne l'espoir. Ensuite, la manière dont ça a démarré n'a pas en effet été des plus, j'allais dire, des plus encourageantes, puisqu'on est sur des taux de sélection très forts, encore une fois, puisque même si les chiffres semblent importants, en fait, en nombre de projets financés, je veux dire, sur les fonds européens, je ne parle pas de la section de Prima sur les fonds nationaux, c'est peu de projets, même si ce sont des gros projets, donc beaucoup de déçus, beaucoup d'équipes qui ont l'impression d'avoir travaillé pour pas grand-chose. Donc c'est un peu le même syndrome que pour Horizon 2020, mais encore aggravé. Bon, ajouter à ça le fait que les lauréats de cette première vague de projets, bon, on a l'impression qu'il y a eu quand même quelques soucis dans la sélection, mais ça je ne veux pas épiloguer là-dessus. Donc une déception pour le démarrage, mais un gros atout, c'est la durée. Donc il revient à l'équipe Prima de consulter suffisamment le consortium, à l'ensemble des pays, pour trouver des nouvelles modalités de financement de la recherche. Alors évidemment, ils sont contraints par les instruments européens d'Horizon 2020, mais si on pouvait trouver des moyens de faire en sorte que cette durée de 10 ans puisse être valorisée par des opérations qui ne sont pas interrompues au bout de quelques années, et donc une manière d'avoir des financements sur le moyen terme, déjà, et si on pouvait aussi cibler davantage les choses de manière à ce qu'il y ait moins de participation, de propositions de projets par rapport au nombre de lauréats, je pense qu'on augmenterait l'attractivité de ce programme. Mais moi, je suis optimiste. Je pense que Prima, ça peut donner des résultats. Soyons patients et voyons comment les choses évoluent. Alors, il y a à la fois ce sentiment d'urgence, mais c'est normal, on a envie d'agir, il faut faire des choses. Et donc là, il faut bien trouver ce qu'on appelle les low hanging fruits, hein, les quick wins, ce qu'on peut, peut réussir rapidement pour pouvoir ensuite enclencher des boucles positives de rétroaction. Mais on est sur des phénomènes on est sur des pas de temps longs, hein, c'est clair. L'adaptation au changement climatique, elle ne va pas se faire en 10 ans, c'est des choses qui vont continuer. Donc à la fois ce sentiment d'urgence et ce sentiment, c'est un peu ce que je disais sur Prima, sur les 10 ans, ce sentiment qu'il faut un effort prolongé dans le temps. Et du coup, il ne faut pas se tromper sur qu'est-ce qu'on traite en premier. Il y a un ordre logique des choses. Et c'est ça l'enjeu, c'est qu'il faut prendre les choses dans le bon ordre.